Il y a quelques jours, j'ai reçu Ruben Tayeb dans nos bureaux et après une petite visite, on s'est posé pour une interview pour qu'il me parle de l'influence LinkedIn. Toi-même, tu sais qu'il y a beaucoup de mythos sur LinkedIn et moi, je voulais qu'il clarifie un petit peu les choses parce que c'est son métier d'être influenceur sur LinkedIn. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de ton métier. Tu es influenceur, en tout Toi cas, c'est le aussi. terme. Mais où je suis influenceur? Moi, je suis d'abord chef d'entreprise au départ C'est vrai. et je crée du contenu pour faire connaître mes boîtes, Au travers mon de ton business contenu. au travers de mon contenu. Toi, c'est un peu différent. Ton métier, c'est de créer du contenu Ouais, et pour de des mettre en marques, valeur les marques des autres. avec qui je travaille. Et comment un matin, tu te lèves, tu te dis, vas-y, moi, je vais faire ça. Non, c'est pas ça. Déjà, je pense que j'ai toujours voulu plus ou moins, tu sais, créer du contenu. Depuis toujours, hein, depuis tout petit, j'ai toujours aimé genre créer du contenu. Mon Skyblog, tu vois, c'était un des Skyblogs où il y avait plus de likes, de commentaires de tout le collège. Et après, je pense que c'est la force des choses. En fait, euh, déjà, j'ai commencé Facebook avec la première boîte. J'ai une vidéo qui a ultra buzzé, mais je me mettais pas assez en avant. J'ai commencé LinkedIn le 19 février 2019. Et je pense que déjà en 2019, je me connaissais suffisamment. J'avais 27 ans, mais je me connaissais déjà un peu mieux et je savais que j'avais un truc que les autres n'avaient pas forcément, qui est le fait d'être à l'aise à l'oral et à l'aise en face de personnes, et même en face d'une caméra. En gros, 2019, je commence LinkedIn, je commence à créer du contenu texte, photo. Fin 2019, je me dis, putain, il y a une boîte à faire. Et là, je dérive un peu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur de l'influence et me dire, OK, j'ai un profil, j'ai des likes et donc je vais mettre en valeur des boîtes, je me dis, je vais créer une boîte et je vais la mettre en valeur au travers de mon contenu. 2020, je monte l'agence. 2021, je décide de mettre solo. Une agence qui 2022, fait quoi? alors l'agence, c'était conseil LinkedIn. Mais Ok. au global, au début, c'était dédié aux indépendants. Et en fait, vu que les grandes entreprises sont venues, parce que Covid, et donc explosion de LinkedIn, on est passé de 10 à 25 millions d'utilisateurs en France, tu vois, enfin, explosion. Tu vois, 15 millions d'utilisateurs ultra actifs parce que ça. Plus de resto, plus de voyages, plus de bureaux, enfin, plus Ouais, rien, c'est tu la vois. seule manière de rester, de garder une sorte de réseau, quoi. Et en fait, je continue à communiquer, tu vois, sur LinkedIn, tout au long de ce temps-là. Ensuite, je fais de la formation LinkedIn. Donc, je lâche la chance pour une raison simple, c'est qu'on automatisait. Nous, on a envoyé 1,5 million d'invitations sur LinkedIn. On spammait avec plus de 400, on avait Comme des 450 comptes sous gestion. On spammait, et puis LinkedIn a dit hop, 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 c'est plus 1000 par semaine, c'est 100 par semaine. Donc, tu vois, divisé par 10, bah, le CA aussi, hein, divisé par 10. Du coup, j'ai renvoyé tout le monde. On bossait beaucoup avec les concurrents, j'avais une double strat. En fait, je faisais un truc pas cher du tout pour les concurrents et le même prix pour tout le monde. Tu vois. Et à l'issue de cette agence, j'ai fait de la formation pendant 1 an. Et en fait, la formation, c'est cool, mais je faisais de la formation LinkedIn. Donc, si tu veux, mon travail, c'était automatiser l'envoi d'emails pour la prise de rendez-vous. Donc, je faisais les rendez-vous, je relançais les prospects et je faisais les formations. Donc, tu vois, tu as 3 tâches. Franchement, au bout d'1 an, ça m'a fatigué. Je faisais toujours la même chose, j'étais tout seul. Je trouvais pas de kiff dans ce que je faisais. Ouais. Et j'ai commencé le ghostwriting à écrire pour les autres. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, putain, en regardant mon CA, tu vois, il y a de plus en plus de boîtes qui faisaient appel à des influenceurs. Donc là, je me suis dit, attends, il y a un marché qui est en train de se créer, c'est l'influence B2B. Donc je vais lister tous les influenceurs et je vais faire des négociations avec les marques pour qu'ils puissent trouver des influenceurs et créer du contenu sur LinkedIn au travers de ces influx. Et en fait, j'ai eu 2 expériences catastrophiques du côté des influenceurs. En fait, ils respectent rien, ils s'en foutent, tu vois. Sur LinkedIn, c'est pas des influenceurs encore, hein, ils créent du contenu pour eux-mêmes. Bah, tu l'as dit, hein, toi la première, tu crées du contenu pour Your Charlie, pour Get In Shoot et tous les produits, tu vois. Du coup, à un moment, je me suis dit, ok, on va tester des strats. Et on va voir si ça marche. Et donc, je prenais au début d'autres influenceurs. À un moment, je me suis dit, mais attends, le budget, je le divise chez des gens qui touchent l'argent et moi pas. Du coup, je vais récupérer le budget et on va juste faire des campagnes un peu plus longues, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, je voyais que créer du contenu, ça me faisait gagner des abonnés. Et en fait, gagner des abonnés, ça me permettait de vendre du contenu. Et la boucle s'est mise en route. Et moi, j'ai ultra kiffé prendre un caméraman avec moi et aller dans des endroits et être filmé. Et je me suis dit, putain, c'est aussi simple en fait. Et après, on a commencé à professionnaliser la chose. C'est-à-dire penser en amont le contenu, qu'est-ce que les gens veulent voir, quelle strat, quel format. Tu vois, on a testé des formats courts, ça marche pas hyper bien. On a testé des formats verticaux, ça marche pas non plus hyper bien. Est-ce que la photo fonctionne sur LinkedIn VS la vidéo, tu vois.
Bon, finalement, c'est la vidéo qui marche moins bien. Donc, est-ce que tu répercutes pas en fait la vidéo directement sur YouTube et donc tu fais des photos, vignettes sur LinkedIn? Donc, on est en train de tester tout ça, mais le passage, il s'est fait comme ça. Au début, c'était créateur de contenu pour soi-même, accompagnement d'indépendants, accompagnement de boîtes, création d'une agence, formation, ghostwriting. Et en fait, fuck, j'ai envie de faire ce que je kiffe, de la création de contenu et ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Moi, ça me fait kiffer de prendre le train et venir te voir à Avignon. C'est chambé. L'île-sur-Sorgue, l'île-sur-la-Sorgue, Pardon, s'il te plaît. l'Île-sur-Sorgue. Avignon, c'est loin. Oui. C'est loin, Avignon. C'est trop bon. Non, moi j'ai des trucs, j'ai plein de questions évidemment qui me traversent la tête, mais il y a l'influenceur, le sens littéral du terme, qui influence donc des gens. C'est ça, enfin la définition, hein, qui par sa prise de parole va influencer un groupe de personnes. C'est plutôt mal vu sur Internet parce que souvent on pense aux influenceurs, on pense aux mecs de la télé-réalité qui ont fait n'importe quoi. Et c'est pas le sujet, c'est pas là où je veux en venir. Moi aujourd'hui, je voudrais te parler de ta perception, de ta vision à toi, de l'influence business et surtout de la légitimité de ceux qui sont influenceurs business sur LinkedIn. Ouais. Puisque aujourd'hui, si moi en tant que personne, je te parle d'un shampoing parce que je l'ai essayé, c'est que moi en tant que personne, et c'est mon avis tel quel. Toi aujourd'hui, quand tu prends la parole sur LinkedIn et que tu vas donner ton avis ou que tu vas donner de la visibilité à une marque, à un produit, une entreprise, est-ce que tu as par exemple toujours testé les produits dont tu parles? Est-ce que ça t'arrive de parler d'une marque que tu connais pas par exemple? Ouais. Ouais, ça m'arrive, mais c'est pas parce que tu testes pas la marque. Alors, d'un point de vue, tu vois, tu as deux discours un peu qui s'affrontent. C'est ce que tu dis devant tout le monde ou ce qui est en off, tu vois. Et puis ce que tu appelles tester. Je veux dire, quand tu vends des collants et que la meuf, elle le met une fois, ça, j'appelle pas ça tester, tu vois. Va le mettre pendant une semaine, tu vois, lave-le, regarde s'il ne déchire pas, ou 3 mois, 6 mois, là, ok, t'as vraiment testé. Mais moi, il y a des produits, si tu veux, sur lesquels t'as pas besoin forcément de tester. Par exemple, j'ai fait la promotion de Click, qui est de la location de matériel informatique. Franchement, j'ai pas besoin de tester. Je loue à côté sur une autre boîte. J'ai vu, eux, ce qu'ils ajoutaient, tu vois, la valeur ajoutée qu'il y avait par rapport à leurs produits. C'est démentiel. En fait, c'est 20 fois mieux, tu vois. Tu as un seul compte pour tout qui est centralisé, chose qu'il n'y a pas chez le concurrent. Tu as ta livraison de produits en 24 heures, chose qu'il n'y a pas sur le concurrent. Tu n'as rien à avancer, tout est compris dans le forfait, il n'y a pas chez le concurrent. Tu n'as pas besoin de payer au cas où c'est cassé ou c'est remplacé, il n'y a rien chez le concurrent, tu vois. Donc, non, je ne l'ai pas testé. Par contre, j'ai fait la promotion et derrière, hop, j'ai acheté moi-même, tu vois, à la suite, Legal Place. J'ai pas testé. J'ai pas déposé ma boîte sur Legal Place, tu vois. Quand j'ai créé ma boîte, j'aurais kiffé faire appel à un service comme ça. Et on s'est rendu compte de plein de choses. Alors, j'ai une comptable de famille, donc je paye quasiment rien par rapport au prix du marché. Et ça me coûterait plus cher chez Legal Place, mais de très très peu. Et donc, en fait, pareil. Quand j'ai vu l'organisation, le formulaire que tu remplis, qui te fait arriver sur la bonne page, la bonne création de société, tout est automatisé, c'est formidable. Quand je fais la promotion de Serge Pérez avec des programmes de communication, tu vois, là, c'est une opération qui, pour moi, à mon sens, a été complètement ratée parce qu'on n'a pas su délivrer le message qu'il fallait pour plein de questions, parce qu'il y a une réticence de la part du client d'aller trop dans le détail, alors que le contenu, si tu vas pas assez dans le détail, les gens s'en foutent, tu vois. C'était trop haut niveau, c'était trop haut de voltige en termes de communication, ça parlait à personne. Ça parlait à des experts en communication qui travaillent depuis 20 ans ou 30 ans, tu vois. Tu parles de post-modernité, le petit jeune, il s'en va les couilles. Enfin, concrètement, ça n'intéresse pas. Mais tu as un code d'honneur, quelque chose, quand une marque te contacte? Moi, Est-ce que par exemple, tu as des trucs où tu te dis, mais ça, c'est no way, je n'y vais pas? Ouais. Quand tu as un produit dégueulasse, tu es une SS2I, tu as fait zéro effort market, tu pas un beau logo, tu pas une belle boîte, genre, c'est nul. Par exemple, j'ai été contacté par un mec qui a une boîte à la Défense et qui me dit qu'il veut promouvoir un programme pour les startups où en fait il fait une fat réduction de logiciels Microsoft parce que la boîte vendait le logiciel Microsoft et donc ils ont un programme startup. Il m'a dit ouais, je veux le mettre en avant. Franchement frérot, c'est mort. Je te le dis d'avance, je regarde ta boîte, ton profil LinkedIn, ton site internet, ton logo, ta com, c'est nul. Genre c'est vraiment, tu as fait ça avec PowerPoint pour rapidement te faire de l'oseille. Et donc j'évite quand même beaucoup les boîtes à cash. Les boîtes à cash, ça va être la boîte qui va créer des millions de mini-jeux vidéo sur mobile, tu vois, genre Vaudou, tu vois. Vaudou, je vais accepter parce que ça a une très belle marque. Et il y a beaucoup de jeux qui sont, et puis c'est les premiers, tu vois. Mais même ça, je suis même pas sûr
pouvoir faire quelque chose, mais tu vois, c'est vraiment des boîtes à cash. La SS2I, c'est les ESN, c'est des boîtes à cash. Ces boîtes-là, si elles n'ont pas de branding, je le fais pas. Et après, il y a aussi ce que je sens au travers des échanges que j'ai avec les gens en face de moi. Ouais, le fit. Bah, il y a un feeling aussi avec les personnes de l'équipe, tu vois. Ouais. Si, tu vois, aujourd'hui, c'est très compliqué, par exemple, quand je vois une boîte qui a que des blancs et hommes chez eux. Tu vois, je veux dire, enfin, putain, on est dans un monde où, genre, l'impact, tu vois, les sociétés à impact, les sociétés à mission, euh, c'est plus important que tout, tu vois. Je fais pas la promotion d'une boîte pour que derrière, ça fasse de l'oseille et salut. Faut qu'il y ait vraiment une logique derrière de, de valeur ajoutée à ce que les autres entreprises l'utilisent. Euh, Donc, tu n'es pas forcément un prescripteur d'un produit que tu as forcément testé. En revanche, si tu Attends, parles d'une marque, attends. c'est parce que du coup, tu adhères Attends. avec sa vision. J'ai bossé 1 an et demi chez The Family. J'étais au cœur de l'écosystème quand les startups sont arrivées. J'ai investi dans 2 boîtes très très sympathiques, quelques dizaines de milliers d'euros. J'ai plein de potes qui montent des boîtes. J'ai à plusieurs reprises participé à des tables rondes de levée de fonds, d'analyse de business model, de jury, sélection de startups. Je parle avec beaucoup de gens qui créent des produits. Je pense que moi, j'ai pas envie de monter une startup aujourd'hui, mais que je suis très calé pour te dire si un produit il est Ouais, tu complètement le sens, débile. quoi. Ou... Je veux dire, tu le sens. Bah, je le sens parce que je suis. Je le sens, mais c'est au-delà, je le sens, c'est que je suis au contact de la population B2B tous les jours. Oui, mais tu es crédible Oui, dans ce sens. ouais. Tu es crédible. Ouais. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, et moi, c'est là où je m'interroge. C'est tous ces bullshitters qui débarquent sur LinkedIn. Quelle est la légitimité de leur prise de position et leur prise de parole en tant Qu'est-ce qu'influenceur? que t'appelles Ah ouais, Bah, ceux qui sont moi tout le temps, mais ça, on sait que c'est LinkedIn, c'est aussi ça. Hein. c'est LinkedIn. Voilà, ça fait partie, c'est le format adapté. Mais tous ceux qui se disent influenceurs, aujourd'hui B2B, Ouais. où tu as l'impression de voir dans leurs yeux juste des dollars à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche. Toi, ton parcours, de toute façon, il est facile à trouver. Il y a des tonnes de 100%. traces sur Internet. Ton histoire de famille, tu l'as déjà racontée, etc. Mais il y en a d'autres qui débarquent comme ça, qui deviennent influenceurs par des mécanismes, on va dire, plus ou moins obscurs de gonflement d'audience rapide. Ouais. Et aujourd'hui, quid de leur donner mon argent en tant qu'entreprise pour travailler avec eux? Et moi, je voulais avoir ton regard là-dessus. Comment je pourrais... Bah, Comment je peux choisir en fait et me dire, bah tiens, là, ça vaut le coup de travailler avec un tel ou un tel. Parce que moi, avant de discuter avec toi, j'ai discuté avec d'autres influenceurs LinkedIn. Je peux te garantir qu'ils n'ont pas tous la même Moi, je suis arrivé dans le game en franchise disant... d'honnêteté que tu as. Ouais, mais ça, c'est un parti pris Ouais. d'éviter la subtilité et d'aller franco, tu vois. Et je pense qu'il y en a qui se reconnaissent et d'autres pas. Je pense qu'il y a plein de deals que je fais pas à cause de... Enfin, parce que je suis trop dans le franc-parler et pas assez dans la subtilité. Notamment partis politiques, grandes entreprises, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut assez maîtriser. Je pense que tu as quand même 2 écoles qui s'affrontent. Tu as l'entrepreneuriat, où en fait, tu as quand même un objectif, c'est ton CA. Je pense pas que l'influence doit avoir un caractère héroïste pur. Parce qu'en réalité, avec de l'influence, tu viens d'abord chercher de la notoriété, vu que tu vas toucher une large cible de façon vraiment impactante, mais quand même une large cible. Quand tu as 10 000 euros, c'est sûr que c'est préférable d'aller sur de l'ADS pour faire du CA que sur de l'influence. Par contre, si tu as déjà mis 10 000 euros sur de l'ADS et que tu vois que tes coûts sont assez élevés, ben en effet, l'influence va faire rentrer dans la tête des gens la marque, la positionner top of mind. Ce qu'on appelle top of mind, c'est penser à la marque au moment où le besoin se fait ressentir. Donc tu vois, Click aujourd'hui, bah, je sais que si quelqu'un de mon audience veut louer un ordinateur ou un téléphone, bah, ils vont d'abord aller chez Click. Tu vois. Mais pour le choix des influenceurs, il y a plein de sujets. Déjà, il y a l'audience. Est-ce qu'ils s'adressent aux personnes qu'on a envie de toucher? Est-ce que, je te dis des trucs un peu bateaux, mais c'est un peu ça. Est-ce qu'ils sont dans le bon pays? Est-ce qu'ils ont le bon poste? Est-ce que c'est les bons profils, etc. Ensuite, est-ce que la communication que lui, il envoie te plaît, déjà à titre personnel, et ensuite au profit de la marque? Parce que demain, si tu communiques sur quelqu'un qui est, par exemple, Thibault Louis,
faut être conscient que si tu fais de la pub avec Thibault Louis, ta marque sera attachée à un niveau de clivage assez extrême, tu vois. Ouais, il y a ça aussi, bien sûr. Et puis, c'est pareil, si tu fais le slip français, ils ont été, et c'est resté dans la tête de tout le monde, dans la tourmente avec une vidéo raciste à ce fait, quoi. En même temps, ils ont joué sur le fabriqué français, ils ont que des blancs qui viennent d'HEC. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, tu peux pas non plus... voilà, t'as mal fait les choses aussi. Mais t'as commencé à une ère où ça marchait comme ça, et puis en fait, ça s'est modifié au fil de temps, t'as pas capté, t'as pas rattrapé le truc, puis t'as pas contrôlé non plus tes collaborateurs, et ils ont fait n'importe quoi, t'as pas de chance aussi, tu vois. C'est pas de sa faute à Guillaume s'il y a deux cons qui ont fait n'importe quoi. Par contre, tu vas pas t'allier avec le slip français maintenant, parce que tu sais que derrière eux, ils ont ce passif-là et cette polémique. Donc, je pense qu'il faut quand même sélectionner à la fois pour les influenceurs des marques qui partagent les mêmes valeurs et pour les marques des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs. Et je pense que ça, c'est essentiel sur le ton, la communication, la qualité du contenu aussi, parce que moi, je mets beaucoup de qualité dans mon contenu. Enfin, je m'efforce à faire du contenu de qualité en mettant les moyens qui vont. Moi, quand je parle avec des mecs et qui mettent une bannière complètement dégueulasse, pas, tu vois, pas designée, enfin, on voit rien, c'est un gros plan sur un logo qui à la base était carré, ils le font rectangulaire, enfin... c'est une blague, t'as foutu à l'heure noir et blanc parce que t'as pas envie de montrer tes rides. Enfin, sérieux, enfin, va prendre un photographe à 50 balles, mais pas une photo de ton mariage, quoi. Tu vois, il y a ça aussi. Tu mets des minuscules tout en minuscules, tu mets ton nom de famille en majuscule, alors que tu t'appelles pas Franck Thomas, tu vois, tu t'appelles Franck Abrices, donc en fait, on sait que c'est pas ton prénom. C'est des petits trucs, en fait, où, pour moi, j'ai besoin de travailler avec des marques qui ont aussi compris l'importance du design et du beau. Ouais. Au-delà du bon... Ouais, le branding, voilà. t'en disais tout à l'heure, c'était important. C'est essentiel. Si t'as pas le branding, si la marque n'a pas de branding, Ça peut pas marcher. je peux pas véhiculer l'image. Moi, il y a un truc que j'aime bien dans ton parcours, c'est que souvent, tu vois des gars qui font monter des audiences pour ensuite leur vendre des formations bullshit. Toi, t'as fait l'inverse. T'as commencé par monter une formation. Et après, tu t'es dit, je me vois pas faire ça tout le temps. Et en fait, je vais plutôt finalement faire ce qui me fait aussi vibrer, c'est-à-dire créer du contenu pour les marques. Mais et moi, je veux pas être médisante envers ce travail parce que bon, j'ai une position vis-à-vis des influenceurs qui est un peu dure. J'ai beaucoup de respect pour les créateurs de contenu, dont j'en ai évidemment pour toi. J'en ai beaucoup moins sur les gens qui sont juste des panneaux sandwich. C'est moins ma cam. Je trouve que l'effort de créer du contenu, je le vis au quotidien avec ma chaîne. Ça peut bider, c'est beaucoup d'heures, on cherche des concepts et on n'a pas de garantie forcément de résultat derrière. Et cet effort-là, qu'il soit soutenu par des marques, je trouve ça génial, puisque ça te permet à toi de continuer à faire quelque chose qui te fait vibrer. À l'inverse, je peux comprendre aussi parfois la facilité des fois de prendre un billet. Un billet sur un post simple, quoi. Voilà. Mais en fait, quand tu vois quand même le prix d'un post LinkedIn sponsorisé, alors que c'est même pas une vidéo, même pas de moyens mis en œuvre, où le mec prend une photo et un texte et il balance. Et moi, j'ai déjà vu des campagnes où le type a pris genre 3 posts dans l'année, et c'est 3 fois le même post, tu vois. Et il a été payé 3 fois la même chose, alors que c'est pas du tout les mêmes niveaux de travail. Et t'as fait travailler une fois et tu l'as juste facturé 3 fois. Enfin, c'est du foutage de gueule pour les marques aussi, tu vois. Je pense que c'est essentiel aussi de comprendre que je me suis positionné sur un marché qui est en pleine explosion. Parce que en fait, la taille d'audience entre aujourd'hui un créateur de contenu sur LinkedIn et un dirigeant de boîte, elle se creuse à une vitesse folle. Et dans quelques mois, c'est une question de mois, déjà c'est le cas aujourd'hui, donc c'est plus qu'une question de mois, tu pourras plus faire appel... Enfin, tu n'auras plus dans l'idée de dire à ton fondateur de communiquer à mort sur LinkedIn, parce qu'on aura pris trop d'avance en fait. Il y aura des mecs qui auront... Tu vois, le plus gros influenceur, il a 440 000 abonnés sur LinkedIn, t'imagines? Il y en a 100 millions, le français le plus suivi sur Insta. Enfin, on est à des années-lumière. Et le truc, c'est que même si le nombre d'abonnés, la taille d'audience ne veut rien dire, malgré tout, le travail qu'il faut pour arriver, ne serait-ce que dans le game de l'influence aujourd'hui, et d'avoir au moins 50 000 abonnés, il est démentiel. Il est démentiel. Et ça prend du temps. C'est du temps aussi, tu vois. Tu peux pas publier 50 fois par jour. Tu peux pas produire 50 contenus par jour. Il te faut du temps aussi, tu vois. Donc, il y a ce creux. Et parce que ce creux, il y a de plus en plus d'appels au marketing d'influence sur LinkedIn. Alors, on parle d'influenceurs parce qu'on parlait d'un marketing d'influence. Après, il faut être conscient qu'aujourd'hui, l'influence sur LinkedIn, c'est des mecs qui ont une audience mais une activité à côté. Donc, ils font ponctuellement des opérations.
Et qui dit ponctuellement, dit forcément un prix, vu qu'ils ont quelques espaces par mois, voire, tu vois, 4, voire 8 espaces par mois, bah du coup, ils alignent. bah, ils alignent. Et quand tu fais appel à des mecs qui ont 30 000 abonnés et qui te facturent 2500 balles, un post sponsor où il y a juste une photo d'eux avec un texte, et qu'en plus tu peux même pas maîtriser le ROI, Ouais. bah tu fuis, tu vois. Ouais, il faut que tu aies beaucoup trop de sous, quoi, en fait, pour faire ça. Totalement. Ou alors que tu aies déjà déposé suffisamment de ressources dans les canaux, Ouais, et que ce soit tes l'ADS, le derniers. SEO, etc. Et donc, il te reste ce canal que tu veux utiliser, exploiter pour la former. Du coup, moi, je suis arrivé avec une offre pas chère du tout, tu vois. Nous, on est à on est à 1500 € la vidéo. Et donc, on arrive avec un contenu à 1500 €. En plus, je me déplace. En plus, c'est moi qui suis dans le dos. En plus, sur mon compte, etc. Sauf qu'en fait, je veux en vivre. Moi, mon objectif, c'est vraiment de vivre de ça. Et je le fais aujourd'hui. C'est le cas, hein, tu vois. C'est déjà réalisé. Mais je veux aller encore plus loin. Ouais, mais c'est beau d'expliquer ça, moi, je trouve, parce que pour ceux qui nous regardent, et il y a ce mythe du mec LinkedIn qui gagne trop de thunes en faisant 2 posts. La vraie réalité, c'est comme sur YouTube, c'est des morts de faim. C'est-à-dire qu'en fait, pour vivre de ton contenu, il faut produire énormément, il faut faire des prix accessibles. Mais en fait, Tellement. c'est une course sur la C'est une distance. course de fond. Voilà, et, Moi, ça fait 4 ans et demi que je suis sur LinkedIn. Ouais. Franchement, 4 ans et demi. Laisse-moi kiffer à créer du contenu maintenant, c'est bon. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la marque va toujours préférer un contenu original par rapport au créateur et un contenu dans lequel elle peut se projeter. Ouais. Si tu fais que si tu fais que de la curation de contenu et tu prends des vidéos qui sont sur Internet et tu les republies sur ton compte, à quel moment la marque peut s'incruster? Ouais, la valeur ajoutée, elle est minime. Tu vois. Moi, ça me fait vraiment penser, tu sais, aux interviews au départ quand Ardisson il recevait Squeezie sur son truc et qui disait mais est-ce que alors manger des pizzas dans sa chambre c'est devenu un métier. Je pense que cette vidéo qu'on tourne là, cet échange qu'on a tous les deux ensemble, nous permet de montrer aussi qu'il y a 2 types de création de contenu et d'influence. Tu as des mecs qui voient une opportunité en disant bah écoute, un petit bifton par-ci par-là, j'ai une audience, je la monétise, ok. Et tu as ceux qui construisent, qui bâtissent, qui essaient de créer un actif pour pouvoir durer dans le temps, ce qui est a priori dans le cas. Et moi, je voudrais terminer sur une question. Le Ruben, dans 3 ans, tu te vois comment? Il y a un truc que j'ai découvert en mai, je pense que beaucoup de gens le savaient, mais moi je ne le savais pas en tout cas, c'est que j'ai une passion, mais une réelle passion, d'enfiler mon tablier de Ruben Tayeb dans les événements. Et je peux te faire, je pense, 24 heures dans un événement sans être fatigué, tu vois. J'ai une espèce j'ai un truc qui genre, je sais pas, je sais que je suis moi-même, tu vois. Mais il y a un peu le spectacle. Ouais, un peu le show aussi. Ouais, c'est un peu le show dès qu'il y a plus de 5 personnes devant moi, tu vois. Et en fait, je me suis découvert une passion, tu vois, pour les événements, donc mai dernier, et je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je suis jamais allé vers l'événementiel? Le contact humain, il est si rapproché. Il y a la fête, il y a une ambiance, tu vis quelque chose de ouf, tu vois. Et du coup, je pense que dans 3 à 5 ans, moi, ce que j'aimerais, c'est genre travailler sur un concept de festival, d'événements, où on rassemble vraiment dans la niche entrepreneuriale, parce que j'adore les entrepreneurs. C'est le terreau qui te fait kiffer, quoi. J'adore. Je pourrais passer des heures à parler avec que des entrepreneurs. C'est mon surkiff. Je pense qu'on a un point commun, c'est qu'on a tous détruit nos premiers paradigmes qu'on nous a enseignés à l'école, dans la famille, etc., sans perdre nos valeurs et qu'on s'en est reconstruit. Et en fait, les paradigmes associés, donc vraiment la base, la matrice dans laquelle les entrepreneurs vivent, de se dire mais en fait, tout est possible et on contrôle notre destin et c'est notre chemin. Et en fait, on est des bûcherons et on va juste taper du bois, tu vois. Et à la fin, bah, tu vas te construire une maison parce que tu as suffisamment de rondins taillés ou de planches. Merci Ruben d'être venu parler influence sur ma chaîne. Merci à toi de m'avoir invité. On est bien, hein, ton petit studio en vrai. Hein. Attends, ma Batcave, elle a la classe, non? On a bien parlé avec Ruben, t'as vu, c'était sans langue de bois, ça me plaît beaucoup. Dis-moi si toi t'as kiffé ce genre d'interview, j'en ferai d'autres. Allez, je te souhaite une bonne semaine, amuse-toi bien, travaille bien.